gouverne pas pour nous, il gouverne pour les autres. Vous allez voir, on va vous dire quelqu'un va être un bon président parce qu'il a fait le FMI, il a fait la Banque mondiale, il a fait la BCAO. Okay? Par rapport aux populations qu'il est censé diriger, on n'a aucun référent endogène. Et donc, comme les gens qui le mettent au pouvoir sur la base de ces cases qu'il coche, bon, il ne doit des comptes qu'à ces gens-là. Donc, l'instabilité chronique qu'il y a chez nous, ce n'est pas surprenant parce que ça provoque de la stabilité ailleurs. Et donc, c'est tout le problème de la légitimité. Et donc, par le canal de la monnaie, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une conspiration du silence autour du CFA? Moi, je discute avec des chefs d'État. Ils me disent, mais à cause que tu dis, c'est vrai, tu as raison, mais le problème, c'est Paris, c'est la France. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, ce sont des gens qui ne se sentent pas légitimes. Puisqu'ils ils prennent comme postulat que ce que Paris demande doit être exécuté. Donc, si on pousse le raisonnement, on va se rendre compte, comme Martial l'a dit, que c'est un canal pour poser la question de la légitimité. Puisque, à partir du moment où ces gens ne sont pas légitimes, ils importent la légitimité que d'autres ont mise sur leur monnaie. Parce que le CFA n'existe pas, c'est de l'euro. C'est de l'euro, donc on importe la faible inflation de la zone euro, on importe la déflation de la zone euro. On est heureux de dire qu'on est une zone de faible inflation. Comme Marcel a dit tout à l'heure, zone de faible inflation, mais on meurt de faim. Okay? Donc, tout le discours est extraverti. Les dirigeants eux-mêmes ne pensent pas qu'ils doivent rendre des comptes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un problème de gouvernance. Je crois que c'est d'abord un problème de vision. Et c'est ce que Martial disait tout à l'heure. Parce que la bonne gouvernance, en soi, ça ne veut rien dire. La manière dont les Chinois gèrent leur processus d'insertion dans le monde, ce n'est pas de cette manière que les Occidentaux ont géré leur processus. Donc, il n'y a pas un référent quelque part absolu. C'est la question de la vision qui permet de sortir de la normativité arbitraire qui est liée à la gouvernance. J'ai été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Il se fait que je savais exactement évaluer les politiques par rapport à ce que le FMI demandait, par rapport à ce que le PNUD demandait. Mais j'étais incapable de dire ce que les Togolais voulaient. Pourquoi? Parce que les référents que j'avais le consensus de Washington par rapport au FMI. Je sais que les types, quand ils arrivent, c'est l'assainissement des finances publiques. Je sais exactement ce qu'ils veulent. Le PNUD, ils vont se raccrocher aux ODD. Okay. Mais le Togolais, je ne savais pas. Et en plus, on me disait, oui, mais il y a McKinsey qui peut te faire ça. Je dis, mais bon, je veux dire, ce serait bien quand même qu'on demande aux Togolais ce qu'ils pensent. Parce que si McKinsey va me faire, et ce que disait Cheikh tout à l'heure, je veux dire l'hérésie, parce que demain il y a la conférence des bailleurs du Tchad, l'hérésie, c'est qu'on fasse des plans d'émergence chez nous, qu'on vienne à Paris, pour demander maintenant comment on va financer le plan. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que le financement fait partie du plan. C'est-à-dire le processus d'endogénéisation du financement est un élément crucial dans le plan d'émergence. Donc si vous faites d'abord cette dichotomie factice et qu'ensuite vous venez à Paris, et donc on sait déjà, avant même de quitter Paris, que ce plan ne sera jamais mis en œuvre. Et en plus, là, pour le coup, porté par un des critiques du franc CFA, le président tchadien. Ça, c'est... Enfin, bon, je pense que là, il y a un problème de cohérence minimale. Juste une petite phrase. En 2013, M. Ali Bongo a demandé au cabinet McKinsey, qui a rédigé le rapport. Bien sûr. Moi, on m'a déjà sollicité en me disant
Le président, est-ce que tu veux pas? Bon, donc sur ce point, je crois vraiment que nous avons tous un travail de fond à faire. Nous, c'est notre formation de base qui est l'économie. C'est pour ça qu'en termes de division internationale du travail, nous, on rentre par l'économie. Moi, ce que j'ai toujours dit, parce que les gens me disent pourquoi cette obsession sur ces questions, je dis, j'aurais été cardiologue, je me serais plaint des conditions d'opération du cœur au Togo, par exemple. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que nous devons faire des entrées multiples, mais ce sont des entrées complémentaires. Et c'est le même combat. L'autre point, c'est Jean-Baptiste qui demande si les politiques sont au gouvernement, que je ne me sentais pas légitime comme ministre, parce que on dit Kako, tu es de Togoville, ok, c'est mon village, mais personne ne me connaît au village. Mais on dit aux gens de Togoville, vous avez déjà un ministre au gouvernement. Donc taisez-vous. Okay, vous êtes représentés. Mais moi, j'ai eu mon bac au Togo, après je suis allé en France. Je suis allé jusqu'au doctorat, après j'ai traîné dans d'autres pays. Mais on me ramène à mon statut de ressortissant de Togoville et les pauvres paysans se disent on a notre fils qui est au gouvernement, mais qui fait rien pour nous. Mais qui ne fait rien pour nous. Bon. Et c'est là où le mode de production de nos élites pose problème. Je vais dire, moi je ne me sentais pas légitime parce que j'avais accumulé des diplômes, mais je ne connaissais pas le terrain qui me revenait de développer ou de transformer. Et donc, et ça c'est quelque chose qui fait que quelquefois les dirigeants ne sont pas de mauvaise foi, mais en fait ils sont hors sol. Ils peuvent être complètement hors sol. Et quand vous lisez Amadou en Pateba, dans Amkoulé, l'enfant peu, il explique bien quand il fait la série des blancs blancs, des blancs noirs, les noirs blancs et les noirs noirs. Oui, il dit depuis l'époque coloniale, les populations africaines avaient elles-mêmes sérié les types d'Africains. Ils disaient, bon, les blancs blancs, c'était les colonisateurs, ils étaient vraiment blancs. Bon. Les blancs noirs, c'est ceux qu'on formait pour remplacer les blancs. Okay? Et qui vont être ensuite les gouverneurs de la BCAO. Entre parenthèses, le gouverneur de la BCAO, il a 30 000 € par mois parce que celui qui l'a remplacé avait 30 000 € par mois. Parce qu'il avait des frais de dépaysement. Okay? Et, oui, et voilà, parce que lui, il était habitué à vivre dans la neige et comme on l'a envoyé à Dakar, il fallait lui payer des frais de dépaysement. Okay? L'Africain qui l'a remplacé a gardé les frais de dépaysement. Alors que lui il est né dans la brousse. Okay? Mais il garde ça. Okay? Donc, mais oui, alors que chez moi au Togo, les femmes de ménage ont 30 €, ça veut dire que ça choque personne que le gouverneur de la BCAO gagne 1000 fois plus, alors qu'il est censé exécuter une mission de service public. Il ne prend aucun risque, ce n'est pas une entreprise privée. Okay? Donc, ça, le mode de formation de nos élites et le fait qu'on les mette dans des schémas comme ceux-là crée une prédation incroyable. Incroyable. Et pourquoi est-ce que la BCAO se bat, comme la BEAC d'ailleurs, pour rester au niveau du trésor français et tout? Parce qu'ils se disent, les maigres intérêts qu'ils récupèrent font leur trésorerie. Donc ça leur évite de réfléchir à faire de l'intermédiation financière internationale. Mais oui, moi quand j'étais à la BCAO, on avait 14 mois de salaire, et quelquefois on avait un 15e mois de salaire. Okay? Et la retraite, c'est 80% du dernier salaire. Et quand vous partez à la retraite, vous avez ce qu'on appelle le cadeau du gouverneur, c'est-à-dire le dernier salaire multiplié par le nombre d'années passées à la banque. Okay? Ça, vous avez le jour du départ, vous avez ça. Okay? Donc ça, c'est quand même... C'est pour ça que je dis toujours, balayons devant nos portes. Balayons devant nos portes. Nous n'avons pas été formés pour aider nos frères et sœurs à se développer. Nous avons été formés pour remplacer le colonial. Regardez même historiquement, dans certaines contrées, le fils du chef n'allait pas à l'école française.
Donc ce sont les enfants des esclaves classés, les colonisateurs, ils ont pris le pouvoir. Moi, je me rappelle une fois, au Mali, quand je travaillais au Mali, une secrétaire qui refusait d'exécuter les ordres d'un chef, en disant, ce type, c'est mon esclave. Je ne peux pas exécuter l'ordre d'un esclave. Bon, mais je trouve que c'est vraiment important. Le quatrième point, c'est, ou le troisième point, je ne sais plus, c'est par rapport à Cheikh sur comment la capacité de cerner ce qui est bon pour nous et ce qui est pour la France. C'est-à-dire que le franc CFA, c'est une imposture parce que le franc CFA n'est pas un problème économique. À mon avis, quand vous observez bien, le précaré français, il est politique. Okay. Comme je le disais tout à l'heure, seul 1% des investissements directs étrangers français va en Afrique. Et dans la zone franc, vous n'avez que 20% sur ces 1%. Et l'Afrique utile économiquement pour la France, c'est l'Afrique paradoxalement anglophone. Mais ce n'est pas récent, ça a toujours été la tendance lourde. En revanche, l'Afrique francophone permet à la France, dans le cadre des Nations Unies, des relations internationales, de dire, voilà, j'ai une zone qui me permet d'être à la même table que vous et de m'exprimer. Parce que je peux vous dire ce qui se passe dans cette zone. Donc, souvent, on se trompe de débat en allant sur le champ économique dans un débat qui est, au fond, totalement politique. Moi, l'autre fois, il y a un journaliste qui m'a dit, oui, moi, je veux vous interroger parce que, contrairement à d'autres, vous, il n'y a que l'économie qui vous intéresse. Okay? Et je crois que j'ai vu que mes réponses ne lui plaisaient pas. Et au bout d'un moment, alors que je devais passer sur au journal Afrique Matin de RFI, on m'a dit, oui, mais en fait, finalement, le son n'est pas très bon. Donc, il y aura une reprogrammation. Il y aura une reprogrammation. Parce que mes réponses n'allaient pas dans le sens des questions. Enfin, donc, je crois que ce qui est difficile pour nous avec le franc CFA, c'est que nous n'avons pas toujours en tête que c'est le soft power. C'est vraiment cette idée du précaré. Parce que même quand vous observez les montants en termes de réserve de change, ça représente beaucoup pour nous. Mais en euros, ça ne représente pas grand-chose. Donc je pense que ce n'est pas les quantités physiques qui sont en jeu. C'est cette idée qu'il y aurait un tuteur quelque part. Et qu'on ne peut pas se sortir de la tutelle. D'ailleurs, quand vous allez au Quai d'Orsay, quels sont les directeurs Afrique du Quai d'Orsay? Aucun ne vient d'Afrique francophone. C'est tous des gens qui ont servi en Afrique anglophone. Celui qui était là, qui est parti à l'Union européenne maintenant, il était en Érythrée, en Éthiopie, et l'actuel aussi, Rémi Maréchaux, il était au Kenya. Ce ne sont plus du tout des gens qui ont servi en Afrique de l'Ouest. Et le discours, si vous observez, c'est un discours qui est de plus en plus économique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt économique en jeu, mais je ne pense pas que ce soit au niveau de l'État français. Je pense que les intérêts économiques, comme ça a été dit, sont au niveau des groupes économiques français, comme Bolloré, Bouygues et autres, Vinci et tout, dans ce qu'on appelle l'économie d'empire, où vous avez Air France, qui fait ses plus grands bénéfices en Afrique. Parce que dans l'économie d'empire, le monopole est conservé. Mais je ne pense pas que ce soit au niveau de l'État. Dernier point par rapport à Sébastien, je suis complètement d'accord. Mais le projet d'économie physique, moi je me méfie toujours un peu parce que ça renvoie un peu à la physiocratie. Et, non, Jean Baudin était mercantiliste. Le physiocrate, c'était François Quesnay. Et donc, toujours articuler la monnaie et le secteur physique, productif. Je suis entièrement d'accord avec
avec toi là-dessus. Il y a un dernier point que je voulais soulever, c'est le fait que la monnaie soit un fait social total. Et c'est pour ça que je trouve que dans le débat actuel, suite à l'affaire Kémy Séba, il y a une sorte d'arrogance des élites par rapport à ce que pourrait représenter Kémy Séba et les gens qui le suivent. C'est normal qu'un citoyen veuille comprendre le fait monétaire. Je pense que c'est normal. Et c'est normal qu'il y ait des interprétations abusives des choses. Parce que nous n'avons pas fait la pédagogie du fait monétaire en zone franc. Nous n'avons pas fait ça. Même les gens bien formés qui n'ont pas travaillé à la Banque centrale ne comprennent pas grand-chose au fait monétaire. A fortiori, les populations à la base. Donc, je pense qu'un de nos défis à tous, c'est de faire la pédagogie dans nos secteurs de compétences à tous. Hein. Il faut absolument que les populations à la base soient mises dans le coup et qu'on développe le contrôle citoyen de l'action publique. Tant qu'on ne fera pas ça, on risque de garder des débats hors sol, des débats entre nous intellectuels, mais qui ne vont pas infuser le peuple. Et quand ça va arriver dans le peuple, on va dire oui, mais ce sont des populistes. Vous voyez, c'est un peu l'excuse facile de dire des gens qui sont populistes alors qu'on ne les a pas formés. Et donc, ils renvoient ce qu'ils éprouvent quasiment de manière épidermique. Et donc, moi, je crois que nous avons une responsabilité en tant qu'élite, si c'est former les populations à la base. Et demain, peut-être qu'il n'y aura pas comme ça, mais qu'il y aura des class actions, okay, des consommateurs qui vont se constituer et qui vont... Pourquoi ne pas faire ce que la BCAO a fait à Kémy Séba? Je veux dire, qu'est-ce qui empêche les gens de se constituer et de porter plainte par rapport au fonctionnement de la gestion monétaire? Le fait qu'on ne rende pas compte. Aux États-Unis, dans la zone euro, au moins une fois par an, vous avez le gouverneur qui s'exprime devant le Parlement. Okay. Le Parlement européen reçoit au moins une fois par an le président du board des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Le patron de la Réserve fédérale américaine a obligation d'aller devant le Congrès pour expliquer les objectifs de la politique monétaire, les résultats obtenus et ses attentes. Mais le gouverneur de la BEAC, comme le gouverneur de la BCAO, il ne s'exprime nulle part. On a quand même des parlements, même s'ils sont imparfaits, on a un parlement de l'UEMOA et un parlement de la CEMAC. À tout le moins, il pourrait aller devant ces parlements. Si, il s'exprime à Paris. Donc, il y a cet effort. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a cet effort. Nous devons nous battre aussi pour leur demander des comptes. Moi, ce que la BCAO m'a dit, je finirai là-dessus. La BCAO m'a dit en avril dernier à Washington, quelqu'un de très haut placé m'a dit, mais à cause de vous et de vos critiques-là, on est obligé maintenant de faire un film sur l'histoire du CFA. Donc nous repartons dans nos archives. Parce que la BCAO prépare un film. Et ils disent que c'est à cause de vous. Je dis, mais il y a pire façon de perdre son temps. C'est ce que je leur ai dit. Il y a pire façon de perdre son temps que de faire un film sur l'histoire. Parce que ça va nous aider. Et donc, nous avons déjà gagné notre combat. Parce que nous les avons obligés à rentrer dans le ring. C'est ça. Après, ça peut être pour le meilleur, pour eux-mêmes. Parce que, comme Martial l'a dit tout à l'heure, il y a une circulation des élites de la BCA et de la BEAC. Personne n'a jamais dit que tout ce que ces gens faisaient était mauvais. Mais il faut rendre compte. Dans une démocratie, il faut rendre compte. Il y a du renforcement de capacité, c'est clair. Mais il faut que tout ça s'inscrive dans une vision partagée. Sinon, on resterait dans le schéma où on a attendu 1973 pour ramener en Afrique nos deux banques centrales. Vous voyez? Je pense que si vous voulez déguster le champagne Jean Gallo, il va falloir quand même arrêter. Mais je vais vous dire rapidement,
Madame Eva Joly, quand à l'époque, il y avait la banque FIBA, c'est là où elle a dit il faut une monnaie africaine. La banque FIBA, il y avait l'argent de Bongo, il y avait une partie de l'argent de Chirac, il y avait une partie de l'argent de Mobutu, bien sûr, de Gnassingbé Yedema. Et Madame Eva Joly a dit comment se fait-il ils ont créé une banque ici, alors que leur population crève de misère. Et dès qu'elle a mis le doigt sur le fait de corruption d'État, la banque FIBA, du jour au lendemain, a disparu. Madame, vous êtes gabonaise, est-ce que vous savez, il y avait la banque FIBA. Bon, alors, ce que je vais vous dire, le plan africain que nous allons créer sera ce que nous voulons qu'il soit. Oui, ce ne sera même plus le franc, ce sera Bori, ou ce sera Sankara. Bon, alors, rapidement, quand on va créer cette monnaie, vous allez me dire, mais où il va, Camara? Mais Camara, il va dans le bon sens. Les biens mal acquis, c'est quoi? Les biens mal acquis, on dit à Bongo, et moi je dis souvent à Bongo, mais ce que vous faites là est très grave. Vous venez acheter des appartements ici, vous avez des juridictions françaises puissantes. Du jour au lendemain, ils peuvent vous déposséder. Oh, Bongo dit, mais toi, tu es quoi pour me donner de tels conseils? C'est Bongo qui disait, j'ai tout un tas de dossiers. J'ai le dossier sur De Gaulle, Pompidou, Chirac et patati patala. Si jamais ils touchent à mes biens, ça va être une bombe. C'est ce que disait le père Bongo. Je dis, mais cette bombe, eh bien, ce sera contre vous-même. C'est tout. Puisqu'il y a les juridictions françaises qui sont très puissantes. Ce qu'elles veulent, ces juridictions françaises, cette combinaison, c'est de la mafia. Vous achetez, à un moment donné, on sort le bazooka juridico-médiatique. Vous avez bien vu dans les journaux à sensation. Bongo, Mobutu, c'était Bokassa. Alors qu'ils les ont ensassés au départ pour leur dire venez acheter. Et une fois que Bongo évidemment ne peut pas se défendre comme il se doit, l'État français reprend les biens mal acquis. Il revend une partie aux ONG, l'autre partie revient à l'État français. C'est pourquoi il faut absolument qu'il y ait la monnaie africaine. C'est indispensable. Si nous ne le faisons pas, c'est que nous aurons failli à notre devoir. Et il n'est pas question qu'on essaye aujourd'hui de laisser passer la grande espérance, soulever justement par ces jeunes experts. C'est capital, c'est important. Maintenant, on va prendre peut-être 2 ou 3 questions. Non, honnêtement, soyez brefs, soyez concis, parce que si vous voulez boire du champagne, c'est le moment ou jamais. Bon, je viens rapidement. Peut-être que c'est... Sont sur ce plateau cet après-midi, Kako Nubuto et puis Martial Zebelinga. Taotep que Martial Zebelinga connaît très très bien, qui est un vizir et scribe de la 11e dynastie en Égypte, il y a très longtemps, qui a écrit le livre des Maximes, disait que ce que vous donnez à la technicité, nous le donnons à la vérité. Et ce qui est intéressant dans le travail qu'ils ont effectué, c'est que les principes qui gouvernent le CFA, convertibilité, stabilité, solidarité et libre transférabilité, ils ont ajouté à cela la servilité. Et si on ne comprend pas cette question du point de vue de la servilité, on va multiplier les conférences, on va multiplier les rencontres, on va déguster l'excellent champagne comme tout à l'heure. Et ce que Martial Zebelinga et Kako Nubuto viennent de nous dire cet après-midi, en 2063, on y sera toujours. Cheikh Anta Diop, qui avait écrit dans une revue Alerte sous les tropiques en 1948, il était tout jeune, il avait 25 ans, il avait dit que les conditions de la renaissance africaine sont très simples. Elles sont de 3 ordres. La première condition, c'est la conscience historique. La deuxième, c'est le dialogue fécond avec le patrimoine. Et je suis heureux que Martial Zebelinga, cet après-midi, ait parlé à la fois des Dogons et de choses qui sont parfois considérées comme folkloriques chez nous, alors même qu'en Europe, comme disait Cheikh Anta Diop, c'est la Grèce antique et c'est la Rome antique, c'est le retour vers la Grèce et la Rome antique qui a fait la Renaissance au XVIe siècle et qui a permis à l'Europe de dominer l'histoire du monde jusqu'au XXe siècle, d'inventer la modernité et de contrôler 70%
de la population mondiale et de nous imposer ce CFA. Et la troisième condition, c'était la créativité à toute épreuve. C'est-à-dire que ce que Kaku Mbokpo prône et ce que Marcel Zebelinga étayait sur la question de la transformation de nos économies, la question aussi de la transformation des mentalités. Parce que si le Tchad vient à Paris, parce que M. Déby fait du chantage économique avec son ami Macron et depuis Hollande, s'ils viennent à Paris pour tirer des subsides et des ressources, c'est parce que les mentalités en Afrique sont des mentalités de servilité. C'est-à-dire que la servitude volontaire a été intériorisée, elle a été intégrée parce que nous sommes incapables de penser, de stimuler notre réflexion. Pour terminer, comment un continent où on a construit des pyramides n'arrive pas à prendre la hauteur? Et les Arabes disaient que le temps a peur des pyramides, le temps a peur des pyramides, mais les pyramides ont peur du temps. Je ne sais pas si j'ai bien précisé. Voilà, voilà, très bien. Donc pour dire quoi? Pour dire que sur notre continent, il y a de quoi se ressourcer pour prendre cet envol, pas à l'extérieur. Et chaque fois qu'un Africain cite un auteur africain, chaque fois qu'un Africain prend des ressources, s'imagine que l'Afrique peut l'inspirer, il a toujours à côté de lui quelqu'un qui va se moquer de lui, qui va le traiter d'afrocentriste, qui va le traiter aujourd'hui de panafricaniste. Oui, il y a le syndrome Michael Jackson. Michael Jackson a fait du moonwalk, mais avant lui c'était James Brown, et c'est Michael Jackson qu'on a connu. Si Kémy Séba a brûlé un billet à Dakar, et que ça nous permette de lancer un débat, pourquoi pas? Pourquoi Lionel Zinsou, dans son arrogance légendaire, estime que ce sont des activistes, des populistes? Qu'est-ce qu'a fait Lionel Zinsou pour l'Afrique? Je ne vois pas encore de manière concrète ce qu'a apporté M. Zinsou à l'Afrique. Mais je peux voir que la jeunesse africaine aujourd'hui veut écouter Kaku Mbokpo, veut écouter Marcel Zebelinga, pour que techniquement on leur explique grâce au billet brûlé de Kémy Séba. Je vous remercie. Bravo. Chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de M. Diane Diallo, qui est le directeur général de Champagne, Diane Diallo. Et M. Diallo, donc, en marge de cette conférence animée par M. Derby, vous êtes donc en direct de Mondial TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour, je suis Diane Diallo, le président de Champagne Diallo. Je suis dans le domaine du champagne depuis 12 ans. Je représente des campagnes de champagne, notamment Motensi, depuis plus de 5 ans, en tant que bon ambassadeur de chez Et puis en 2003, j'ai fait une étude de marché pour de consommation de champagne. J'ai constaté que les tendances évoluent et qu'aujourd'hui c'est français ou voilà, c'est non africain. Est-ce que ça ne fait pas peur? Donc je me suis dit non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des valeurs, on a une compétence dans un domaine, il ne faut pas qu'on ait honte de ce qu'on est, il faut dire très haut qu'on soit africain ou d'une autre communauté, il faut regarder, il faut donner son propre nom, même si le champagne c'est un produit prestigieux, et l'Afrique aussi a sa place dans le champagne. Voilà, c'est pas parce que le champagne un champagne qui est forcément africain, ça reste français parce que le champagne ne peut se produire qu'en France. Le champagne parce que c'est une appellation d'origine. Oui, donc qui sont vos clients? Ce sont les restaurateurs, les particuliers? Alors mes clients sont essentiellement les hôtels, les restaurateurs et puis les particuliers aussi, hein, comme vous et moi évidemment. Voilà. Donc c'est aujourd'hui le positionnement du champagne d'Andalo, c'est principalement les hôtels, les restaurants et puis voilà, les particuliers qui sollicitent aussi le champagne d'Andalo que vous trouvez chers amis, on se retrouve sur internet au café là-bas, de Montpellier. Nous, on vous offre uniquement que du champagne. Si vous prenez en sociaux, vous payez un café. Pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Nous vous offrons uniquement le champagne. Voilà. Et c'est au café là-bas. Maintenant, si vous voulez boire autre chose, ça se sera au risque et péril. Bon, je suis venu maintenant, on se dépêche. Donc, on va être disponible pour accueillir les consommateurs pour déguster un amont de champagne dans ce local. Et on va aussi
Oui, donc quels sont vos prix, les tarifs? Alors, le tarif commence à 25 € pour la cuvée traditionnelle, le goût de tradition. Donc, à savoir, nous avons 4 gammes. La cuvée tradition aujourd'hui, c'est les mêmes produits que Batigalo sur le marché, notamment le Danemark, parce que moi j'ai travaillé pendant plus de 12 ans, comme je disais tantôt. Donc, j'ai travaillé avec des plus grands viticulteurs, mais aussi j'étais formé par les plus grands maîtres de cave, et je me suis mis en partenariat avec un viticulteur qui se trouve à Baye exactement. À Baye, c'est juste après Cézanne, c'est entre Cézanne et Épernay. Voilà, Baye. C'est à peu près 17 hectares de vignes qui tournent autour de 10 crus. Donc les crus, ce sont des parcelles. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le brut classique. Mais la particularité de mon champagne aussi, c'est que je ne suis pas arrivé en Champagne uniquement pour faire du champagne comme tout le monde. C'est-à-dire j'ai fait aussi, j'ai été l'auteur de, j'ai inventé une gamme qui s'appelle la cuvée réserve. Ça, c'est votre voilà. Ça, c'est ma touche personnelle. Ça, c'est votre touche personnelle. Voilà. C'est pourquoi c'est ça aussi qui fait parler beaucoup les médias français. Aujourd'hui, je suis interviewé pratiquement tous les jours par des médias, que ce soit français ou africains. Notamment, j'ai fait la une du Parisien, j'ai fait la une aussi de France Bleu, je suis invité aussi par France Télévisions, donc il y a énormément de médias qui s'intéressent à ça, surtout par rapport à cette cuvée-là. Parce que l'idée est partie d'où? Parce qu'aujourd'hui, un consommateur lambda qui ne veut pas un champagne sec qui est trop bon pour son palais, il n'a d'autre choix que de prendre un demi-sec. Les demi-secs sont trop chargés en sucre, et moi je me suis dit pourquoi ne pas avoir une gamme intermédiaire, une gamme qui va être entre un brut classique et un demi-sec. Voilà, être dosé au milieu. Voilà, donc un champagne qui va être gourmand, fruité et doux à la fois, sans pour autant faire mal à la tête, sans pour autant être beaucoup plus acidulé. C'est le côté acidulé que les gens n'aiment pas dans le champagne, donc j'ai voulu doser légèrement un peu plus. Et la touche personnelle aussi que j'apporte dans le champagne, je travaille aussi avec du sucre de canne. Le sucre de canne apporte le côté qualitatif aussi du champagne. Et non seulement c'est le côté aussi légèrement fruité et ce côté légèrement doux que les gens apprécient dans le champagne. Oui, donc vous êtes aussi le sponsor donc, de cet événement. Exactement. Donc c'est votre manière aussi de contribuer pour le changement du franc CFA. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que le franc CFA constitue aussi pour certains, pour la plupart des gens, un frein au développement de l'Afrique. Or, aujourd'hui, l'Afrique aussi veut avoir son véritable indépendance, sortir de la servitude. Comme le disaient tantôt nos intervenants tout à l'heure, qui ont été très brillants, et donc qui nous ont expliqué les tenants et les aboutissants du franc CFA, pourquoi aujourd'hui ça ne décolle pas, pourquoi aujourd'hui il faut quelque part accompagner une nouvelle tendance de revendication. C'est ma part aussi en tant qu'Africain. Moi je suis africain guinéen d'origine et je suis français d'ici. J'aime la France, j'aime la Guinée. Pour autant, il ne faut pas nier aussi l'intérêt des Africains. Bon, si on veut lutter contre l'immigration aujourd'hui, il faut des vrais moyens. Des vrais moyens, c'est quoi? C'est de développer l'Afrique pour maintenir les Africains chez eux et non pas pour mourir dans les mers. Donc cela passe pas aussi par des perspectives économiques, par des créations de valeur sur le continent pour maintenir les Africains chez eux. Personne n'a aujourd'hui envie de quitter son pays pour aller à l'étranger, voilà, pour le plaisir. Des fois, c'est une contrainte soit politique ou une contrainte économique. Les gens fuient dans les bateaux et mourir dans les mers parce qu'ils sont conscients des actes qu'ils posent aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une dynamique accompagnée de ce genre d'initiative et j'espère que ça va continuer et qu'on fera comprendre aux gens qu'aujourd'hui, il faut un esprit collectif pour lutter pour un modèle juste et équitable entre l'Afrique et la France. Voilà, parti sur de nouvelles bases et de négociations, de partenariats et d'équilibre, tout simplement. Très bien, donc vous l'avez dit, vous avez entendu donc M. Dian Diallo qui nous a très bien expliqué donc, son champagne. Si vous avez donc besoin de commande pour le champagne Dian Diallo, voilà, ils peuvent commander sur le www.dian.com
Diallo.com ou bien voilà, j'ai un showroom qui va être finalisé, les percussions en cours à la rue Belleport, 89 rue Belleport. C'est dans le 20e. Hein, c'est le 20e. Donc les travaux vont être finalisés courant du mois de septembre, début 20 octobre, en tout cas fin octobre, ça sera fonctionnel. Je vous remercie beaucoup, M. Diallo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. En direct de Mondial TV, en compagnie de M. Nansiri Camara, donc le président de l'Union internationale des journalistes africains, qui est à l'origine de l'organisation de cette conférence. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes satisfait donc, de la conférence? Totalement satisfait. De 14h jusqu'à 18h, on a les arguments étaient de très bons arguments. Les intervenants ont été à la hauteur de l'expérience, à la hauteur de la confiance en leur place. Nous aurons bientôt une monnaie africaine et nous battons pour ça. Donc je suis très satisfait que l'Union internationale des journalistes africains ait organisé cette conférence de presse qui a été un succès. Je dis bien un grand succès. Oui, donc on a aussi remarqué que les livres, donc les auteurs de la conférence, les livres sont partis comme absolument. Voilà, donc finalement, la conférence a eu un énorme retentissement. Totalement, un grand retentissement. Et surtout, je salue mes confrères qui ont fait le déplacement. J'espère que même que Séba, s'il veut qu'on fasse une conférence de presse publique, nous sommes disposés à le faire, mais nous ne sommes pas des incendiaires. Oui, donc vous avez eu aussi un sponsor, la Champagne Diallo, et donc ça veut dire que franchement vous avez réussi cette conférence. Mais totalement réussi. Nous avons des sponsors. Diallo a été le premier à dire voilà, moi je vous offre du champagne. Maintenant, tous ceux qui sont venus boire du champagne, à la santé de l'Union internationale des journalistes africains, à la santé de la monnaie africaine que nous allons bientôt battre. En tout cas, le combat a été, pour le moment, le commencement, c'est une victoire. Avant même qu'on ne batte la monnaie, on a déjà eu certaines victoires. C'est de la victoire, la grande victoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré.